Bienvenue à tous dans ce nouveau cours qui va traiter donc de WebDev. Cette fois-ci, c'est un cours qui a été demandé par Amin Jalouli qui voulait en fait utiliser WebDev et savoir comment on faisait pour afficher une liste de clients. Donc il y a des catégories de clients et en dessous de ça il y a des clients. Il voulait savoir comment afficher donc cette liste de clients dans une table ou une zone répétée. Il fallait que ce soit une base soit locale, soit distante, donc avec consommation d'API. Et il voulait aussi voir la notion de modèle de page. Voilà, donc des choses assez basiques, mais c'est un cours qui sera assez complet. Donc ce que nous verrons dans ce cours, c'est la création d'une base de données distante en utilisant PCS Cloud. Ça nous permettra en même temps de voir comment ça se passe sur cette plateforme. On verra comment créer un web service, comment l'installer sur le PCS Cloud. Ça sera la première partie, et ensuite on passera véritablement sur WebDev, parce que la création du web service, ça se fera sous WinDev. Ensuite, on passera sous WebDev véritablement, où on créera deux pages, une page d'intro ou de login, mais bon, surtout la page qui permettra d'afficher donc ce fameux listing de clients dans une zone répétée, et on fera ça en affichant les données depuis une base locale, Hyperfile classique, et ensuite depuis la base de données distante que nous aurons mis en place précédemment, et en consommant donc le web service que l'on aura aussi précédemment installé. Il y aura en plus donc l'affichage d'une pop-up qui servira en gros de fiche client pour voir le détail d'un client une fois qu'on aura double-cliqué sur la zone répétée. Et on fera aussi d'autres choses concernant le web service. Il y aura la création d'une nouvelle catégorie, suppression d'une catégorie. On verra comment ça fonctionne. Donc voilà un cours finalement qui se fera, je pense, en plusieurs vidéos. Un cours très complet. Donc ça va être un beau tour d'horizon de WebDev. Donc si jamais, avant toute chose, vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, laisser un petit pouce, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, donc allez, on va voir comment ça se passe du côté donc de WinDev dans un premier temps. À tout de suite. Alors sous WinDev, comment ça se présente notre fameux web service? Au point de départ, vous faites tout simplement un nouveau projet et vous dites que vous voulez faire un service, un web service, et vous sélectionnez un web service REST, parce que nous, ce que l'on va faire, c'est un web service REST. Vous arriverez donc sur une page comme celle-ci, mais où il n'y aura évidemment pas, il n'y aura aucune ligne, il n'y aura quasiment rien, juste une toute petite partie. Qu'est-ce que l'on fait quand on fait un web service? On crée déjà. Alors, il va vous proposer au point de départ de créer tout de suite un point d'entrée. Un point d'entrée, c'est ceci. Par exemple, catégorie ajoute, gestion client 1.0 catégorie ajoute, avec le type de point d'entrée. Donc là, c'est du post. Du post, pourquoi? Parce qu'on ajoute sur la base de données. Ici, c'est un point d'entrée où on fait de la suppression. Et get, c'est qu'on veut obtenir. Voilà, alors ça c'est une norme, hein. Vous pouvez la respecter ou non. Il y en a qui respectent bien le get et le post, d'autres non. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez vraiment respecter la norme, voilà. Quand vous voulez récupérer des données, c'est donc un point d'entrée de type get. La méthode c'est get. Si vous voulez ajouter des données, c'est post. Delete, c'est suppression. Après, il y a put, je crois, pour les modifications. Voilà. De toute façon, lorsque vous créez votre point d'entrée, il vous guide. Donc vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est tout simplement vos procédures globales. Parce que derrière un point d'entrée, par exemple ici, si je prends le premier, donc c'est un point d'entrée, la méthode HTTP, c'est post, forcément, on ajoute des données. Ici, c'est comment vous envoyez les paramètres, sous quel format. Quel sera le format de la réponse du web service. Donc ça, c'est quand vous interrogez le serveur, le web service,
sous quelle forme. Et ça, c'est quand le serveur vous répond, le web service vous répond, sous quelle forme. La ressource, en gros, alors ici, la première partie, gestion client 1.0, c'est la partie commune. Et catégorie, c'est ce qu'on appelle une ressource commune. Et ensuite, quand vous créez un point d'entrée, vous rajoutez vos propres ressources. Et ici, j'ai rajouté catégorie ajoute. C'est tout simplement pour que ça soit explicite. Quand vous créez un point d'entrée, il faut que les choses soient vraiment très claires, très nettes, pour que la personne sache à quoi sert votre point d'entrée et ce qu'il permet de faire. Donc, c'est très important de noter ici quelque chose de très clair. Ensuite, ici, il y a en plus une petite ligne qui dit ce que fait votre point d'entrée. Donc, c'est ajoute ou modifie une catégorie de clients. Ajoute ou modifie, c'est ajoute. Ça ne modifie rien du tout parce que on recherche une catégorie d'après son... oui, d'après son... Oui, d'après sa désignation, donc soit on ajoute, soit on supprime, mais voilà. Donc vous mettez ici une description. Ensuite, ici, vous voyez tout de suite, il vous demande quelle est la procédure globale associée à ce point d'entrée. C'est-à-dire quand votre utilisateur va attaquer votre point d'entrée, qu'est-ce qu'il faudra exécuter comme code? Où se trouve-t-il? Il se trouve là. Donc, si je fais ceci, je tombe directement dans la procédure globale qui s'exécutera. Alors, je vais vous expliquer, tiens, pour la liste, comment ça fonctionne. Mais on va voir les 3 cas différents. Il y a différentes méthodes pour obtenir les paramètres, etc. Bon, alors j'ai fait un cas d'école, c'est-à-dire que il n'y a pas d'identification, c'est-à-dire que votre web service, vous l'appelez, vous envoyez les infos, il fonctionne directement. Il n'y a pas de login ni de mot de passe, enfin il n'y a pas de notion d'identification, vous n'avez pas besoin d'utiliser un compte. Voilà, j'ai fait au plus simple. S'il n'y a plus que ça à faire entre nous, bon ça c'est vous qui verrez dans vos projets, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir? On retourne ici. Et on va voir comment afficher la liste des clients. Donc la liste des clients, c'est un get. Ici, on a un connect, on a un liste client. C'est exactement ce qui nous intéresse. Donc c'est ici. Donc, renvoie la liste des clients, méthode get. On l'interrogera en JSON. Mais tiens, c'est grisé, on verra pourquoi. Et la réponse sera en JSON. La ressource, donc vous voyez, c'est la ressource commune toujours. Et en fait, si je clique ici, lorsque vous créez un nouveau point d'entrée, vous avez vos ressources communes qui sont créées une fois pour toutes. Il vous les demande au point de départ. Et une fois qu'elles sont créées, en fait, il vous met, au fur et à mesure que vous créez vos constantes, il vous met comment doit être appelé le web service. Et moi, j'ai simplement fait ajouter, j'ai rajouté une constante et j'ai mis liste client pour que ça soit vraiment très clair. Ensuite, ici, j'ai créé donc une procédure globale que l'on va retrouver ici, procédure globale qui va s'appeler client liste, que vous avez ici, client liste. Si je veux la voir, soit je double-clique ici, soit je clique ici, ça revient au même, et ça affiche la liste des clients. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous voyez qu'il y a des classes. Alors en fait, oui, dans le projet, j'ai importé. Alors vous savez comment je procède. Il y a donc l'analyse qui est là. Et donc j'ai fait clic droit, générer la classe modèle pour ce fichier-là. J'ai fait générer la classe modèle pour le fichier client. Et donc automatiquement, WinDev m'a créé M catégorie que j'ai renommée en C catégorie. Et il m'a créé automatiquement la C client. Que j'ai non, il m'a automatiquement créé la M client que j'ai renommée en C client. Parce que moi j'aime bien C. Donc tout a été créé automatiquement avec les membres, etc.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé ma petite classe C-Class que vous commencez à connaître parce que je l'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos, qui permet donc d'avoir véritablement des traitements de retour lorsque le web service est bien passé ou non. Avec un traitement au cas où, un traitement OK. Et en fait, ça me permet de remplir automatiquement une structure de retour. Parce que dans ces classes, si je regarde, il y a une structure de retour où il y a le code erreur, le message de l'erreur, le message, il y en a un qui est invariant, l'autre un buffer. C'est vraiment pour savoir ce qui s'est passé au niveau du serveur. Si le résultat est égal à vrai, c'est que ça s'est bien passé. S'il est égal à faux, c'est qu'il y a eu un souci. Si l'erreur code est égale à 0, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, ça sous-entend que le résultat est à vrai au-dessus. Par contre, si le résultat est à faux, donc il y aura un erreur code qui sera donc le numéro d'erreur, il y aura le texte de l'erreur, enfin voilà. Cette classe-ci me permet de renseigner cette structure-là. Et donc si je vois un OK, vous voyez, je renseigne ma structure et je la renvoie. On voit ici. Ça, c'est le chaos. Et le OK, c'est tout va bien. Donc, le résultat, c'est vrai. L'erreur, bah, il n'y en a pas, donc c'est 0. Ça, c'est par définition, c'est j'envoie du vide. Donc, guillemets, guillemets. Et le message ici, ben, par défaut, vous voyez, il est nul. Donc, il n'y a rien dedans. Voilà pour la C-classe. Donc, oui. Alors je dis la C-classe, c'était ici. Pourquoi on les retrouve ici? C'est tout simplement parce que chaque classe, donc il y a la C-catégorie et la C-client. Les deux héritent de ces classes. Donc c'est pour ça qu'il a remis ici les traitements KO à chaque fois. Les traitements OK. Voilà, donc j'utilise, j'ai fait mes petites classes et une fois que ça c'est fait, ben voilà, on a fait, la partie classe est terminée, il ne faut pas plus. Donc, ça, je peux le fermer. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour la liste des clients? Ben, au point de départ, je dis mes clients est un tableau de ces clients. Mon contrôle est un C-class, mon retour est un C-class struct retour et mon buffer résultat est un buffer. Alors ça, c'est toutes les variables dont je vais avoir besoin pour faire mon petit traitement. Alors attention, ici, encore une fois, c'est un cas d'école. Ici, dans la base de données, vous l'avez vu, il n'y a que 7 enregistrements dans la base de données locale et 4 dans la base de données distante. Donc, je me permets de faire, entre guillemets, hein, le gros bourrin en vous envoyant toute la liste des clients et toutes les rubriques. C'est une chose qui, en pratique, ne faut évidemment jamais faire, parce que si vous avez, je ne sais pas moi, 500 clients avec dans votre fichier client 56 rubriques avec des images dedans, etc., votre logiciel va être super lent parce qu'il va vous renvoyer à chaque fois énormément de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ici une autre méthode qui s'appelle client liste spécifique, qui, elle, sera beaucoup plus orientée vers quelque chose que vous allez vous faire. C'est-à-dire que vous allez vouloir, par exemple, afficher la liste des clients d'une catégorie précise. Comme ça, au lieu d'envoyer vos 500 clients, vous n'allez peut-être en envoyer que 50, 30, 80. Enfin, vous allez limiter en fait le retour. Bon, moi ici, comme c'est un cas d'école, je fais un H-ouvre client et je remplis mon tableau d'objets avec tous mes clients. Bon, ça évidemment, vous, au lieu de faire un H-ouvre, vous aurez fait au préalable une requête qui va sélectionner une partie de vos clients, de votre base client, et ensuite vous ferez un fichier vers tableau. C'est la seule différence qu'il y a en fait entre celle-ci et celle-ci. Hein. Et celle-ci contiendra une requête. Alors celle-ci, je ne crois pas que je l'ai finalisée. Select, ah si, j'ai commencé, bon, faut la finir.
Voilà. Mais bon, il y a déjà pas mal de code qui est fait. Euh, ouais, on sérialise. Voilà. Bon, pas que j'y regarde, mais il y a déjà pas mal de code qui est fait. Bon, alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous appelez votre web service, donc votre web service, on va dire il est un peu neutre. Donc, il faut lui dire où il doit aller. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une connexion BDD. Qu'est-ce que fait la connexion BDD? Ben, je crée une variable de... Donc, il y a ma connexion qui est une variable globale au projet. Donc, je renseigne tout ça. Donc, ça, évidemment, vous mettrez le compte utilisateur pour accéder à votre base de données, le mot de passe. Vous connaissez toutes ces infos-là, en fait, vous les connaissez. Ici, c'est Basamine, vous le savez. L'adresse de votre serveur, vous la connaissez. Ceci, ben, vous mettrez les mêmes choses. Si jamais, alors attention, évidemment, je suis sur une base HF SQL. Suivant votre type de base, ici, ça va changer ou non. Les infos étendues, voilà, et le curseur client, voilà. Enfin, c'est vraiment du très classique. Et ensuite, je lui dis, ben, tu ouvres la connexion que je viens de décrire. Et si jamais les fichiers n'existent pas, ben, tu les crées. Voilà. Si tu as réussi à ouvrir la connexion, tu renvoies vrai. Si tu n'as pas réussi à ouvrir la connexion, tu renvoies faux. Voilà ce que fait cette, cette donc, procédure globale. Ici, je n'ai pas récupéré le retour pour faire des actions parce que c'est vraiment du didactique. C'est vraiment du... On peut améliorer largement ce code-ci, hein. Mais bon, j'ai quand même fait une exception. Et en fonction de ce qui se passe, je viens justement traiter le retour différemment. Donc ici, on se connecte à notre base de données distante. Ici, c'est un échange connexion avec un tableau où j'ai mis étoile. En fait, en fonction de tous les fichiers de l'analyse, je vais changer la connexion. Ou tous les fichiers que vous aurez spécifiés, pardon. C'est plutôt ça. Et puis je détecte si jamais vous envoyez du vide, ben alors je considère que c'est tous les fichiers qui doivent donc être, enfin qui doivent utiliser la connexion qu'on a décrite précédemment. Donc rien de transcendant. Donc on se connecte, on change la connexion de tous les fichiers, et ensuite donc je vais ouvrir mon fichier client. Je remplis donc mon tableau mes clients avec tous les enregistrements du fichier client. Et ici, donc, je sérialise. C'est pour ça que j'ai créé mon buffer résultat, hein, mon buffer résultat, hein, qui est un buffer. Ben, c'est un buffer qui va... donc, on sérialise mon tableau d'objets dans un buffer qui s'appelle mon buffer résultat. Il faudra que ce soit du JSON. Forcément, parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, notre point d'entrée, il renvoie du JSON. Vous le voyez, la liste des clients, vous le voyez ici. Dans sa réponse, il renvoie du JSON. C'est pour ça que j'ai mis du JSON. Et ici, c'est grisé. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun paramètre pour utiliser ce point d'entrée. Alors, je vous montre le mauvais, c'est celui-là, pardon. Celui-là est en cours de développement, c'est pour ça qu'il est grisé. En fait, il ne sera pas grisé, il sera dégrisé à terme. C'est porte à confuse, c'est celui-là où on travaille. Donc ici, c'est grisé parce que, vous voyez, il n'y a pas de paramètre qui est envoyé soit par programmation, soit un paramètre de procédure. Donc c'est toute façon une procédure globale, comme vous le voyez ici. Il n'y a aucun paramètre et on ne récupère aucun paramètre avec la fonction web service paramètre. Donc rien du tout. Donc il n'y a pas de format d'entrée. Par contre, en sortie, on doit avoir un format JSON. C'est pour ça que je sérialise ici en PSD JSON. Alors, si tout se passe bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, voilà, ben, tout s'est bien passé. Traitement OK. Par contre, si ça ne s'est pas bien passé, traitement KO avec le HRER, en fait, avec le numéro d'erreur, avec le message d'erreur.
Et à la fin, donc notre fameux buffer qui est en format JSON, c'est lui que je renvoie. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à l'installer sur le PCS Cloud. Alors, pour envoyer sur le PCS Cloud, enfin, pour installer sur le PCS Cloud, ça se passe ici. Donc, on clique ici. On fait génération du service web REST. Alors, vous, suivant, soit vous êtes aussi sur PCS Cloud et donc c'est cette option que vous sélectionnez, soit vous sélectionnez l'option qui convient à votre type d'hébergement. Ici, il faut cocher. C'est vraiment très simple, hein, c'est du pouce-bouton. Hein. Il dit qu'il y aura un fichier qui sera mis à jour. En effet, moi j'ai déjà installé. Mais quand il installe la première fois, en fait, en gros, il vous demande le serveur sur lequel se trouve votre web service. Il vous demande donc votre domaine. Il vous demandera votre compte administrateur, votre mot de passe administrateur. Et en gros, c'est tout. Hein. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Après, vous tombez sur le même genre de fenêtre qu'ici. On fait suivant. Ça, c'est les questions habituelles. On dit OK. Suivant. On génère. Terminé. Alors moi, évidemment, je l'ai déjà installé une première fois, donc c'est pour ça que c'est plus rapide. Mais bon, voilà, c'est mis à jour. Et ici, il vous donne donc un lien qui vous permet de tester votre web service. Alors on clique dessus et on voit tous les points d'entrée qui ont été faits. Alors évidemment, nous, on n'a vu que celui-là, mais j'en ai fait d'autres qui doivent... Alors, j'ai fait le test, le get. Celui-là, en fait, il vous renvoie juste ceci. WS désigna... Ah non, design Amin, c'est ça, version et la version de votre web service. Alors ça, souvent, je mets une fonction test. Pourquoi? Ben, ça me permet de savoir très rapidement si mon serveur fonctionne bien et que mon web service fonctionne bien. Si déjà quand je lance ce point, enfin j'essaye d'accéder à ce point d'entrée et que ce point d'entrée ne me donne rien du tout en retour, c'est que le web service est dans les choux. Je ne cherche pas à faire quelque chose qui engendre un gros traitement, je veux juste savoir si mon web service est fonctionnel. Donc ça, dans les procédures globales, bah, c'est ici. Donc je ne fais que renvoyer une chaîne très très simple. Donc ici, la liste des clients, bah, tiens, on va tester, on va faire un get. Il n'y a aucun paramètre en entrée, comme je vous l'avais dit. On clique sur le bouton. Et voilà, on voit qu'il renvoie tout ça. Donc ça sera... Alors, ça, c'est quoi? C'est nos fameuses images en base 64. Alors ça peut permettre de répondre à un des abonnés qui m'avait demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait la vidéo sur donc WinDev Mobile, et on disait, enfin la question de l'abonné était très judicieuse d'ailleurs, et il demandait si c'était mieux de gérer les images en base de données ou sur un serveur FTP. Ben, alors, ici, on se rend compte que, franchement, les images que j'envoie là font max 150 pixels sur 150 pixels. Et on va voir que c'est très très fourni comme fichier. Je crois qu'il y en a pour 2 mégas de fichiers alors qu'on n'a que 4 enregistrements. On a, oui, même 2 mégas 1. Donc la base 64, pardon, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place et ça vous fait très vite des transferts de données qui sont très importants. Donc oui, il peut être intéressant d'utiliser du FTP pour éviter d'avoir des transferts très très longs. Parce que si jamais on retire les images, on pourrait se dire, tiens, je veux la liste des clients, mais sans les images et sans les logos. Entre nous, 4 petites lignes auraient suffi dans la réponse
pour vraiment récupérer ça. Alors que là, on se tape des centaines et des centaines de lignes. C'est voire plus d'un millier de lignes, quoi. C'est vraiment énorme. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, tiens, aussi, qui est très important, c'est que PCsoft met à votre disposition, lorsque vous avez créé, donc là, vous avez vu, on a fini de créer le web service, et il vous donne cette adresse-là. Alors, il faut la garder bien soigneusement de côté, hein. Donc, c'est tout le début, tout ceci jusque votre point d'entrée. Ça vous permet de tester votre web service. Mais vous pouvez aussi le tester grâce à un outil qu'il vous donne qui se trouve. Alors moi, j'ai installé mes produits PCsoft ici. Donc je vais dans CPCsoft WinDev 2024. Je vais dans Programme et vous tapez WDT. Voilà, c'est ça, WD Test Rest. Ça, c'est un module qu'il vous donne gratuitement, qui vous permet de tester votre web service. Alors moi, je l'ai mis sur le bureau. Il est là. Je vais l'exécuter. Et donc, c'est très simple. C'est quelque chose. Donc, vous mettez simplement l'adresse. Vous lui mettez les paramètres ici et vous faites envoyer. Ça fait une sorte de, on va dire, une sorte de petit postman. Hein, donc en équivalence, on va dire. Mais bon, très simple. Et ça vous permet rapidement de savoir si... ah ben tiens, on va tester quoi? On va tester notre fameux... Ici, hop, hop, voilà. Et donc là, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure... ah oui, aucun point d'entrée, erreur fatale. Alors, pourquoi ou alors, je vais faire la liste client. Allez hop, la liste client. Et ça permet de voir aussi qu'il est extrêmement long à cause de la base 64. En gros, il vous renvoie ici, il s'attendait à un point d'entrée, mais il n'y en a aucun. Que s'est-il passé? Aucun point d'entrée n'a été trouvé. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, c'est bien un get, c'est bien un HTTPS pull check. Ah oui, non, bon, faudrait que je regarde le test, pourquoi il a foiré, mais bon. Je crois que j'ai fait envoyer. Ah oui, j'avais pas fait envoyer. On aurait pu attendre longtemps. Voilà, et donc en gros, parce que ici ça a été coupé, et donc de l'autre côté, ça permettra d'avoir vraiment l'intégralité du fichier. Et on a vu tout à l'heure qu'il était long à répondre. Alors déjà, c'est un logiciel qui est pas très rapide, mais vous allez vite comprendre aussi pourquoi il n'est pas rapide. Hop, voilà, tout est arrivé. En fait, ici, si on fait un enregistrer sous document, je vais l'appeler allez, retour WS Design amin.txt. Ouais. Il aurait pu me proposer de l'ouvrir quand même, ça aurait été plus sympa. Document. Donc, document, retour design. Ah oui, bah, j'ai réduit les tailles des images. On n'est plus qu'à 885 kilooctets. Mais vous voyez ça en fait, tout ça c'est la base 64 pour les images. On a franchement très peu d'infos concernant nos fameux clients. Parce que nos fameux clients, c'est ça, hein, c'est juste l'ID, dénomination. Là, on arrive sur la photo. Et puis, bien plus bas, on va arriver à la fin de... je crois que c'est le premier tiers. Enfin, c'est vraiment énorme, 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 énorme. Enfin, j'ai évité de vous faire perdre du temps avec tout ça, mais bon, voilà. Donc, évitez de faire transiter via un service web en base 64 des images. Vous avez vite compris l'horreur de la chose.
Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a que 4 clients, hein. Imaginez, vous voulez rapatrier, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut jamais tout rapatrier. Imaginons que vous en rapatriez 500. Je n'ose imaginer la taille du fichier et donc la lenteur excessive de votre programme. Alors bon, voilà, mais retenez le wtest rest qui peut être utile, ou si vous avez l'habitude d'utiliser Postman ou un autre produit similaire, évidemment, c'est tout aussi bien, je dirais même, c'est encore mieux. Donc voilà, on a créé notre web service. Là, on voit quand même que c'est super rapide. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller de l'autre côté au niveau web dev pour donc afficher notre liste de clients et consommer le web service que l'on vient de créer ici. Alors, je vous dis à tout de suite côté web dev. Alors, sous WebDev, on a le projet qui est ici, où on a deux pages. La page d'intro que je vous montre vite fait. Bon, c'est vraiment très très basique. J'ai créé une page. Ici, je fais clic droit, description. Donc ici, j'ai mis une couleur de fond pour le fond du navigateur. Pour le fond de la page, j'ai repris la même couleur de fond. Et surtout, j'ai mis aussi une image de fond et j'ai dit qu'il fallait qu'il n'y ait aucune répétition et qu'elle soit centrée horizontalement et verticalement. Ensuite, j'ai rajouté ici un petit libellé. Donc, pour rajouter un libellé, hein, c'est ici, on fait création, texte, et j'ai mis un texte simple, libellé simple. J'ai fait la même chose pour celui-ci. J'ai mis un petit bouton et là j'ai mis un champ multimédia qui permet donc d'afficher une petite vidéo que j'avais faite sur un cours précédent. Si on regarde le code du bouton entrée, en fait, simplement je lui dis utilise la page qui nous intéresse, c'est la page client liste. Je vais lancer, faire un CTRL F9. Notre petit site, donc voilà, avec la vidéo. Si je clique sur play, ça va se lancer. Vous reconnaissez, c'était la vidéo sur donc du WinDev mobile. Si je me rappelle bien, c'était le portfolio. Là, je clique sur entrée et donc j'arrive sur cette page-là. Alors cette page-là, je l'ai faite. J'ai pas renseigné au point de départ la zone répétée. Je clique sur Web Service. Vous avez nos 4 enregistrements qui s'affichent. Vous vous rappelez, on avait dit que pour reconnaître que c'était la base distante, on avait mis 4 enregistrements pour la base de données distante et 7 pour la base locale. Ici, quand vous cliquez sur classique, en fait, c'est la base locale que l'on affiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, impeccable. C'est vrai que j'aurais pu mettre un compteur, ça aurait aidé. Et donc j'ai mis très rapidement, hein. Donc la photo, prénom, nom, la ville du client et la somme de ses commandes. Et donc il a commandé lui pour 5200 €. Je n'ai pas mis de titre pour renseigner. Voilà, en fait, là, c'est vraiment basique. C'est pour montrer comment on affiche des données, comment on comment on crée la base de données distante, comment on crée le web service, comment on le consomme, etc. C'est vraiment dans cette optique-là. Ici, on n'est pas, c'est pas franchement un cours design. C'est un cours, on va dire, véritablement pour vous montrer comment ça fonctionne derrière WebDev. Bon, il y a un petit peu de design, hein, il y a un petit logo, un petit menu, bon, mais après, c'est vrai que c'est pas transcendant. Alors, donc qu'est-ce que l'on va voir par contre, c'est comment afficher notre zone répétée de façon classique. Ça, c'est assez rapide. Après, on va voir comment consommer notre web service. Ça sera sur ce bouton-ci. Ensuite, on verra la notion de pop-up. La notion de pop-up, c'est quand vous double-cliquez. Ah, bah oui, c'est pas fini visiblement. C'est ce qui s'affiche ici. Et donc ici, on verra comment créer une nouvelle catégorie. Donc là, c'est-à-dire qu'on va utiliser un web service de type post.
Ici, c'est la consommation du web service, mais c'est la méthode get. Et après, enfin, j'ai mis un code qui permet de supprimer une catégorie. Et donc là, on fera vraiment une consommation, mais ça serait une méthode de type delete. Ici, l'erreur, ben, je vais la corriger pour qu'elle ne s'affiche plus. Je sais d'où ça vient. Alors, mais bon, on va regarder à ça tout de suite. Donc voilà, hop. Alors, c'est ici. Les coups, c'est ça. Allez, un petit CTRL F9. Voilà. Alors, donc voilà, on verra comment afficher cette fameuse pop-up et on verra surtout c'est comment, bon j'ai fait un petit short là-dessus, mais bon ça sera un petit rappel, comment fermer avec la touche échappe notre pop-up. Hein. Donc ça sera. Alors tout n'est pas renseigné ici. À l'origine, c'est tout le temps ça qui s'affiche. Donc bon, je modifierai le code plus tard pour que quand on sélectionne, parce que ces champs-ci se renseignent bien, mais la photo aussi ne se renseigne pas bien. C'était l'erreur de tout à l'heure. Donc ça, je le corrigerai dans une prochaine version. Voilà, mais tout le reste s'affiche. Ou peut-être qu'en allant, on le corrigera, enfin on verra. Mais en tout cas, on va voir comment mettre en place tout ça. Et puis, ça fera déjà un beau tour d'horizon. Donc, on va regarder comment créer notre page. Alors, quand vous créez votre page, évidemment, ici, hein, vous pouvez faire nouvelle page. Et puis, alors moi, ce que j'ai fait par contre, et ça, c'était une demande d'Amine Jaloli, j'ai commencé par créer un modèle. Donc le modèle est ici. Lorsque vous créez un modèle, attention de ne pas vous faire avoir. Il faut tout le temps qu'un modèle soit très très basique, qu'il y ait le moins de code possible, parce que si vous commencez à mettre trop de choses dans un modèle, il ne sera plus réutilisable ailleurs. Il va devenir en fait spécifique et vous allez vous retrouver à faire plein de modèles, donc ça ne servira strictement plus à rien. Moi, dans ce modèle-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma page. Et puis après, j'ai fait clic droit, j'ai utilisé ces options-ci qui permettent de faire des découpages horizontaux et enfin, ça permet de subdiviser en fait ou de faire des découpages hein, horizontaux et verticaux. Et moi, j'ai découpé, donc j'ai créé 2 colonnes comme ça et j'ai créé 2 lignes aussi. Et ça m'a permis de créer 4 zones. Alors, il y a la zone, on l'a vu, qui s'appelle la zone menu gauche, la zone page titre ou la zone page. Ah oui, d'accord. Oui, bah en fait ici c'est la zone page titre, la zone page et la zone, on va dire menu. Alors, si on veut vraiment faire ça bien, voilà, on fait menu, ici, zone menu. Ici, on va dire que c'est la zone page. Et comme il y en a déjà une qui existe, je vais être obligé de mettre 2. Et ici, on va l'appeler zone page titre. Et ici, on va la renommer en zone page. Voilà. Comme ça, les choses sont mieux faites. On fait enregistrer, ensuite on va dans page et on dit modèle, mettre à jour les pages associées. OK. Il y a celle des clients. OK. Et voilà. Bon, ça ne change rien, c'est juste le nom des zones qui est ici, il me met une petite erreur, oui, parce qu'il veut tout le temps qu'il y ait un titre sur la page. C'est vrai que j'en ai pas mis. Design, Amine. Allez, hop, adieu l'erreur. Bon, c'était pas une erreur, c'était plutôt un warning.
Donc voilà, j'ai créé dans mon modèle, j'ai posé une image qui correspond au logo, hein, j'ai mis un petit lion. Ici, j'ai créé juste une zone de texte riche, ZTR, zone de texte riche. Je préfère en général utiliser les libellés simples. Une zone de texte riche, bon, c'est quand vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus fourni en termes de présentation. Vous voyez, le libellé simple, en fait, il n'y a pas de fioriture. Tandis qu'ici, vous êtes capable tout simplement de mettre du gras, etc. Enfin, c'est un petit peu plus fourni, mais des fois, l'affichage est un petit peu plus coton à mettre en place. Donc moi, plus c'est simple, mieux je me porte avec WebDev. Ici, je mets un bouton. Alors, j'ai fait un bouton fermé. On pourrait mettre une croix, en fait, hein. Là, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du design ici. Normalement, c'est une croix qu'il faudrait mettre. Et qu'est-ce que je mets comme code fermé? Et voilà, donc le modèle, ensuite j'ai mis des couleurs de fond, hein, donc c'est-à-dire que vous allez sur une zone, description, je suis allé dans le style et la couleur de fond, ici vous voyez, c'est ici que j'ai sélectionné, j'ai fait ça 4 fois, et donc j'ai mis mes couleurs de fond, hein. Donc j'ai mis du blanc ici, un gris clair, un peu plus foncé, encore plus foncé, voilà, ça me fait mon dégradé. Et ensuite j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle page client liste. Celle-là nous intéresse bien. Et donc forcément, la page client liste, je lui ai tout de suite dit dans page modèle liste des modèles utilisés, j'ai fait ajouter et mais je n'ai pas ouvert la bonne, c'est celle-ci. Donc la page, j'ai donc fait modèle, liste des modèles utilisés, et donc j'ai fait ajouter et j'ai pris le modèle que l'on a vu précédemment. Voilà. Et ainsi, tout le bloc s'est bien mis et j'ai simplement renseigné mon menu. Et puis, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai déposé? J'ai déposé ma zone répétée, donc création, zone répétée, c'est ici. J'ai pris la première ici. Ce champ-ci s'est donc déposé. Et puis, comme une zone répétée classique sous WinDev Mobile, sous WinDev, j'ai déposé mes petits champs, mes petits libellés, et puis j'ai créé mes attributs. Ici, j'ai un attribut ID qui est relié à rien du tout. J'ai l'attribut photo qui est relié à ce champ-ci. L'attribut client qui est relié à ce champ-ci, l'attribut ville qui est relié à ce champ-ci, et l'ATT commande totale qui est relié à ce champ-ci. J'ai dit que c'était une zone répétée serveur plus Ajax. Alors, serveur plus Ajax, ça veut dire qu'il y a des échanges de données qui se font avec le serveur que quand c'est nécessaire. Ça permet d'aller plus vite en fait, hein. Euh, on fait moins travailler le serveur. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de limite. Donc on peut afficher autant que l'on veut. Voilà. Donc ensuite, rien de transcendant. Et pour le contenu, par contre, ma zone répétée, vous voyez ici, c'est un tableau d'objets qui, pour être visible ici, il faut qu'il soit déclaré au niveau global à la page. Si vous faites une déclaration locale de votre variable de type tableau, vous ne la retrouverez jamais ici. Je vais vous montrer où ça se trouve, de toute façon. Donc, que ce soit donc l'affichage de la base locale ou l'affichage de notre base de données distante, donc consommation de notre web service, on utilisera de toute manière notre tableau d'objets. Et quelle est la valeur qu'il faut mémoriser? Forcément, c'est l'ID du client.
Voilà, ça c'était tout ce qu'il fallait voir. Et oui, évidemment, évidemment, chaque si vous voulez, chaque attribut est relié donc à notre fameux tableau de client au bon membre. C'est-à-dire que je prends bien le membre CLT photo, pour client, je prends bien le membre CLT dénomination, pour la ville, et pour le total commande. Alors le total commande, là vous voyez qu'il y a un petit quelque chose. On n'a pas pris celui-là. Tiens, pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il fallait déclarer mes clients au niveau global. Donc, c'est au niveau déclaration globale de la page. C'est là que vous déclarez votre tableau de ces clients. Ici, j'ai créé une autre variable qui s'appelle n_ZR. Ça, c'est pour quand on sélectionne une ligne de zone répétée pour savoir sur quel indice on se trouve. Et j'ai utilisé l'attribut synchroniser navigateur. Pourquoi? Parce que le code utilisé, une fois vous verrez, c'est côté navigateur, une fois c'est côté serveur. Et donc, comme c'est la même variable qui est utilisée des deux côtés, il faut bien penser à mettre synchroniser navigateur. Sinon, il y a un côté qui ne la connaît pas et donc vous perdez votre information. Vous allez voir sous WebDev, il y a pas mal de subtilités comme ça qu'il faut bien comprendre parce que ce n'est pas du tout du WinDev. Sur WinDev, tout est simple. Sur WebDev, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des notions vraiment, quand on n'a pas l'habitude de développer en web, ce qui est un peu quand même mon cas aussi, je l'avoue, je ne suis pas trop orienté. Enfin, je fais du web, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ma. Je préfère moi tout ce qui est mobilité et tout ce qui est desktop par rapport au web. Désolé. Et donc voilà, mais ça permet en fait là de conserver la valeur de notre indice, quel que soit le côté dans lequel on se trouve. On verra ça tout à l'heure en voyant le code. Ici, donc, on a mis le titre de la page. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est pour pouvoir trouver votre tableau mes clients. Pour alimenter donc la zone répétée, il faut absolument déclarer cette variable ici. Donc on a vu tout ça, c'est bon. Et donc là, on va tout simplement. Alors évidemment, ici, les classes, je ne vous les présente plus. Il y a la C catégorie, il y a la C classe, il y a la C client et il y a cette fameuse C client. Il faut regarder. Vous savez, dans une vidéo précédente, mais même c'est écrit ici en fait, il faut bien lire, je vous avais expliqué la notion de mapping. En fait, cette classe est reliée au fichier client. Et ici, tous les membres de la classe sont reliés chacun à une rubrique du fichier client. C'est pour ça que le fichier client qui est ici, si je le déroule, vous voyez, il y a ID ici, et donc il est relié au membre MID de la classe CClient. Et ça veut dire que le membre MCLT dénomination de la classe CClient est relié à la rubrique CLT dénomination du fichier client. La rubrique CLT dénomination du fichier client. Voilà, donc il y a bien un lien à chaque fois entre chaque membre de notre classe avec une rubrique du fichier. Si jamais vous faites une modification dans votre fichier, imaginons vous rajoutez une rubrique, après qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire je veux régénérer ma classe modèle. Ouais, mais ce que va faire WebDev, WinDev c'est pareil, WinDev mobile c'est pareil, d'office, tout ce qui se trouve entre mapping et fin, tout ça, ça va être supprimé et régénéré entièrement. Donc si vous voulez rajouter quelque chose pour faire des traitements qui sont propres à vous, il ne faut surtout pas créer votre membre à l'intérieur de ces balises-là. Il faut surtout le mettre, comme je l'ai fait ici, à l'extérieur. Comme ça, si jamais je fais une modif ici dans mon fichier, je fais régénérer. Cette partie-ci sera régénérée, mais tout ce que j'aurais mis à part ne sera pas touché. Extrêmement important.
Souvenez-vous bien de cela. Bon, il vous le rappelle, hein, c'est vraiment bien fait. Le code se trouve entre mapping F1 et généré automatiquement. Il sera effacé et recréé entièrement à chaque génération depuis le menu contextuel du fichier dans l'explorateur de projet. Ben, c'est comme je viens de vous montrer. Ou de l'analyse. C'est vrai, dans l'analyse, vous avez aussi l'option générer la classe modèle. Voilà, donc c'est noté, mais bon, hein, on sait très bien, on a tendance à pas lire. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en reparler. Voilà, donc ça c'est fait. Et comment donc on va afficher? Alors ici, donc quand on clique sur le bouton, j'exécute une procédure locale serveur, vous voyez serveur ici. Et donc qu'est-ce que je fais? Vous commencez à savoir comment je pratique. Ici donc j'ai créé une rubrique ma requête qui est une requête SQL. Je fais donc une sélection et je vais afficher tous les clients qui sont actifs. Et je vais récupérer ça du fichier client. Donc je ne récupère pas le logo, je récupère la photo, la dénomination, l'ID, le pays. Bien que le pays, je ne l'affiche pas, je peux le retirer. Le mail, je ne l'affiche pas non plus. Le téléphone non plus, je n'affiche que la ville et le total commande. Si je me souviens bien, la ville et le total commande. Voilà. Mais bon, d'après ce que j'ai donc récupéré ici, c'est vrai que dans ma zone répétée, je pourrais donc rajouter rapidement toutes ces infos-ci. Enfin, ces 3 infos-ci. Alors ça, donc voilà, on a déclaré notre variable, on a déclaré un entier, ok, on va voir pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc notre tableau de client, au point de départ, je lui dis, tu le vides. Ok. Ensuite, j'exécute ma requête. Et si j'ai réussi à exécuter ma requête, j'ouvre donc ma requête et je remplis donc mon tableau d'objets qui s'appelle mes clients, qui est un tableau de ces clients, et je le remplis avec toutes les infos récupérées par ma requête. Ensuite, je libère la mémoire au niveau de la requête. Et qu'est-ce que je fais? Parce qu'au point de départ, quand on récupère notre objet, notre tableau, vous savez que on ne récupère qu'un entier. Parce que si on regarde ici, si on regarde ici, le total commande, c'est un entier sur 4 octets. Mais on n'a pas notre espace et devise. Donc qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que moi j'ai créé un autre total commande euro. C'est pour ça que j'ai créé un membre supplémentaire en dehors du mapping, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, je travaille sur le tableau. Donc mon tableau, comme il récupère fidèlement tout ce qu'il y a comme membre dans la classe, il a récupéré ça. Et au point de départ, ça, c'est égal à 0. Et donc je lui dis, pour chaque élément, donc chaque occurrence de ton tableau d'objets, tu viens, ce membre-lui est égal à ce membre-ci, plus donc espace euro. Et si on regarde ici dans la déclaration de ces clients, en passant dessus, ah non, il veut pas. Voilà, c'est une chaîne. Alors qu'ici, c'est un entier. Comme ça, comme c'est une chaîne, je récupère la valeur donc le total commande et je peux m'amuser à faire plus espace, euro, etc. Donc ça, c'est l'astuce pour transformer en gros une donnée et la changer de forme. Parce que sous Windows, il y a des choses très simples qu'on peut faire. Il y a des masques d'affichage, il y a des masques de ci, de cela. En 2024, là, sous WebDev, il n'y a pas tout ça tout le temps, comme on veut. Donc, on est bien obligé de se débrouiller autrement. Et ça, c'est une façon de faire. Sinon, vous n'arrivez pas à vos fins. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? La fameuse fonction que vous commencez à connaître, je l'ai déjà utilisée, je l'ai déjà montré dans des vidéos aussi. Zone répétée affiche. En gros, comme notre zone répétée, rappelez-vous, est reliée, associée à notre tableau d'objets, en lui balançant donc le paramètre TInit à la fonction zone répétée affiche, notre zone répétée est automatiquement effacée et réaffichée avec les données de notre
tableau d'objets mes clients que l'on a gentiment renseigné. Donc voilà comment on fait pour afficher les données locales. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, comment consommer notre service web? Ça, c'est important. Alors, voilà, j'ai fait directement, j'aurais pu créer une procédure locale, etc., ou globale, serveur. Bon, je vous ai mis le code là tout de suite, comme ça c'est très clair, vous faites un F2, vous accédez très rapidement à ce que vous recherchez. Alors, quand on cherche à consommer un web service, il faut créer deux variables. Donc, c'est deux-ci. La première variable servant à interroger le web service et la deuxième servant à récupérer la réponse du web service. Donc la première, on interroge notre web service. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut connaître l'adresse de notre web service. Donc ça, on la connaît. Lorsqu'on crée notre web service, comme on l'a créé tout à l'heure sous WinDev, on avait cette adresse-là. Ensuite, comment on récupère quelque chose? C'est un HTTP GET. Mais alors attention, c'est pas parce que l'on récupère quelque chose que l'on met un HTTP GET ici. Parce que si sur le web service, ça avait été une méthode HTTP POST, il aurait fallu mettre HTTP POST ici. Alors, en gros, la méthode, vous la renseignez en fonction de ce qui a été fait côté web service. C'est-à-dire que côté web service, notre liste de clients, comme c'est une méthode HTTP de type GET, on met ici HTTP GET. Méfiez-vous parce que des fois, il y en a qui ne respectent pas cette norme-là. Et donc, vous vous faites avoir. Des fois, vous cherchez, mais pourquoi j'ai une erreur? Je ne comprends pas. En fait, c'est parce que vous faites ce qu'il faut. Peut-être que de l'autre côté, ils ne l'ont pas fait. Donc, vérifiez bien, en gros, le web service. Regardez bien ce qu'on vous donne comme info, en fait. Après, vous rappelez-vous, il n'y a pas d'authentification ici, donc on fait directement un ma requête envoie. Et donc, dans la réponse, alors quand on fait ça, alors ma réponse, qui est une HTTP réponse, si je fais point, super, j'adore, j'aime bien quand ça fait ça. Comme ça, je peux rien vous montrer. Ma réponse, point. Allez, là, il veut bien. Merci. Code état. Ça, le code état, ça permet de savoir si votre... alors, si vous avez un 200, c'est que tout s'est bien passé. Si vous avez un 400, un 500, ce sont donc des erreurs côté serveur, etc. Ça vous donne une info sur est-ce que le traitement s'est bien passé, oui ou non. Donc nous, on teste le 200, parce que le 200, c'est quand ça s'est bien passé. Donc la première chose à faire, vous faites ça. Ensuite, ici, on peut améliorer le code, largement, mais c'est juste parce que je vous montre comment ça fonctionne. J'ai juste mis une exception, on pourrait faire beaucoup mieux, mais bon, voilà, c'est une première chose. Comme le serveur a bien répondu, on a eu un code 200, et on sait que ce que l'on reçoit, ici, la réponse, c'est du JSON. Donc forcément, il faut prendre ma réponse point contenu, c'est là-dedans que vous avez tout ce que vous renvoie le web service. Vous savez que vous devez désérialiser votre contenu dans votre tableau mes clients, encore le même que tout à l'heure forcément, et vous savez que c'est du JSON. Donc vous désérialisez, donc ce qui est contenu dans le buffer, en fait c'est un buffer ça, JSON, vous le transformez en tableau d'objets, un tableau de ces clients. Ensuite, on refait la même histoire ici. Ça, c'est vrai que c'est comme c'est fait des deux côtés, j'aurais pu créer une procédure locale pour éviter de le taper deux fois. Donc, je refais le même beans ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut améliorer ce code. Je refais le même beans pour afficher la devise. Et je refais la même fonction ici, donc pour afficher la zone répétée. Donc,
Comment faire un GET? Une fois que vous avez créé votre web service, vous appelez votre web service avec son adresse. Vous spécifiez la méthode. Vous faites l'appel. Vous vérifiez que ça s'est bien passé. Et si ça s'est bien passé, vous désérialisez dans votre tableau d'objets. Et au final, vous affichez en fonction de votre tableau d'objets. Donc maintenant, l'utilisation d'un web service pour afficher des données n'a plus de secret pour vous. Ensuite, comment faire pour afficher la pop-up? Rappelez-vous. Alors, quand vous voulez créer une pop-up, ici, on est sur la page client liste. Vous voyez, vous aurez ce bouton aussi sur la droite. Alors, par contre, pour les versions antérieures, il n'existe pas ce bouton. Il fallait aller dans les menus, si je me rappelle bien. Mais depuis la version... depuis quelques versions maintenant, depuis, je vais dire 4 versions maintenant en arrière, par rapport à l'actuel. Donc, même avant la 2024, il y avait déjà ce bouton-là. Et en gros, les pages pop-up font vraiment partie intégrante de la page. Donc bon, vous cliquez ici, vous faites plus. Pardon, vous faites plus et donc vous créez votre pop-up. Alors moi, j'ai créé celle-ci pour la fiche client et j'ai créé celle-ci pour la fiche catégorie. Donc pour la fiche client, je sélectionne. Donc vous avez comme une page classique, hein, voilà. Vous faites description, j'ai mis une couleur de fond, toujours pareil ici, voilà, DC. J'ai déposé mon petit bouton. Alors le bouton, ici, quand on veut fermer une pop-up, c'est pop-up ferme, c'est le nom de la pop-up. Quand on veut ouvrir une pop-up, c'est pop-up affiche. Ici, c'est un pop-up affiche. Mais comme une pop-up fait partie intégrante de la page, vous pouvez interagir directement avec les champs de la pop-up depuis votre page. Donc dans la page, il y a la zone répétée. Et comme la pop-up fait partie intégrante de la page, c'est comme si elle était planquée dans un coin de la page, vous pouvez directement interagir avec la pop-up. Le nom de la pop-up, point le nom du champ, est égal à un champ de votre page. Et une fois que vous avez fait ça, vous l'affichez. Donc très simple. Pop-up affiche. Voilà. Et donc ici, j'ai mis non renseigné dans cette version, non renseigné dans cette version, parce que oui, en effet, je ne renseigne que ces 3 champs-là, comme vous l'avez vu dans le code. Valider, pop-up ferme, oui. Parce que ici, pour l'instant, je ne fais que afficher, je ne crée pas de nouveaux clients. Alors, voilà, on a vu. Alors, comment fermer la pop-up? Parce qu'une pop-up, si on regarde bien, je la rouvre. Si je fais description sur le bouton, ah non, c'est une image. Mais si je fais une image, vous n'avez rien, sauf ici lettre d'appel. Alors vous pouvez dire, tiens, on va l'appeler le code par la touche échappe. Ben non, on a droit qu'à des alt. Formidable. Et il n'y a pas de... comme sous WinDev, hein, sous WinDev, vous pouvez dire, si c'est un bouton de type abandon, voilà, donc dès qu'on clique sur échappe, vous exécutez le code. Alors évidemment, c'est une image. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que c'est une image. Créons un bouton. Il y aura l'option tant attendue. Donc, type... Ah oui, ou alors... Parce que c'est vrai qu'il y a des choses... Direction automatique, afficher, lien personnalisé, plus de choix. Une action sur un autre champ. Donc bon, non, mais enfin, j'ai pas trouvé en fait accessible par tab, empêcher les doubles appels. Alors ça, c'est très important de le cocher assez souvent. Voilà, enfin, on n'a rien, hein. Rien du tout. Donc on ne sait pas dire que c'est un bouton qui doit être, en fait, son code doit être exécuté lorsqu'on appuie sur la touche échappe. Donc on se fait avoir assez facilement. Donc comment faire? Alors, comment faire? Il faut
depuis la page appelante, je fais un clic droit, je vais dans Code, et vous créez un nouvel événement. Donc vous allez ici, et vous dites touche enfoncée, par exemple. Donc touche enfoncée, donc cette section-ci s'affiche, et vous rajoutez ce code-ci. Donc c'est un code JavaScript en fait. C'est voilà, comme ils ne l'ont pas prévu, bah, il faut le faire en JavaScript. Donc vous détectez un événement qui est donc une pression de touche, et la touche échappe, le code c'est 27. Donc s'il détecte que la touche échappe est enfoncée, mais à ce moment-là, il va exécuter le code qui est entre le si, alors et le fin. Et donc notre code, c'est le code de fermeture de la pop-up, donc pop-up ferme, et le nom de la pop-up que vous voulez fermer. Voilà l'astuce. Si vous ne le savez pas, vous fermez en cliquant sur la croix. Alors, donc on a vu comment renseigner notre zone répétée en consommant le web service, en faisant une lecture classique. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter une catégorie. Parce que si on va voir notre base de données, faut que je rouvre ma base de données distante. Ma base de données distante. Voilà, je tombe sur les catégories. Donc j'ai 4 catégories. Tiens, je vais dire, je vais en créer une de 5e catégorie. Bon, on va créer VVIP, tiens. Un very, very important person. Alors, comment faire ça? Hop, on a prévu le coup. Les gens, les éléments, oui. Et donc, je vais faire ajouter. Donc, c'est un VVIP. Validé. Voilà. Et donc, ici, voilà, désolé, je fais un actualiser et notre VVIP est arrivé sur notre base de données distante. Ça veut dire que c'est bon signe, notre web service pour l'ajout de la catégorie fonctionne bien. Donc on va regarder le code. Alors déjà, on va regarder comment c'est fait côté web service. Donc pour ça, on retourne ici sur WinDev. Et donc c'est catégorie ajoute. Donc catégorie ajoute. Alors oui, alors pour bien comprendre le truc, je vous ramène d'abord sur WebDev, quand même. Donc j'ouvre ma pop-up catégorie. Et ici, donc on a notre SAI catégorie, d'accord? Donc c'est notre champ de saisie. Et on a notre bouton de validation. Je fais un petit F2 et je passe par une chaîne qui récupère en fait la valeur que l'on a saisie. Pourquoi je fais ça? C'est parce que si jamais dans le paramètre d'entrée de ma procédure, je mets directement SCI underscore catégorie, il va y avoir un souci entre les chaînes et les chaînes Unicode, les chaînes ANSI, les chaînes Unicode, etc. Donc, il vous dit qu'il vaut mieux passer par une variable de type chaîne. Donc, vous cherchez pas à comprendre. Vous créez votre variable de type chaîne, vous mettez ce qui provient de votre champ de saisie et vous envoyez ce paramètre dans votre catégorie. En effet, pour créer une nouvelle catégorie, il nous faut simplement dans notre fichier le nom de cette, la désignation de cette catégorie. Je fais un petit F2. Vous commencez à le savoir, une fois que l'on travaille avec les web services, il faut toujours créer ces deux variables pour envoyer la requête, pour récupérer la réponse.
Ici, ma catégorie est un C-catégorie. Bah oui, je l'utilise. Pourquoi? Parce que c'est l'objet qui va me permettre ensuite de sérialiser, donc en JSON. Et ensuite, ici, lui, vous le connaissez aussi, c'est pour le retour, qu'on ait une réponse de ce qui s'est passé. Donc ma catégorie ici, donc vous ne spécifiez pas le m_id parce que ça, ce sera créé par le moteur de base de données. Donc ben, vous lui envoyez donc à votre objet la désignation de votre catégorie. Et ici, vous dites par défaut que votre catégorie est active. Parce que si on regarde sur la base de données, voilà, il y a donc actif qui doit être par défaut. Parce que si jamais vous ne le mettez pas, suivant les requêtes que vous ferez, ben, elle n'apparaîtra pas. Donc voilà, une fois que donc on a bien renseigné notre objet, on passe, on sérialise, on met ça dans buff catégorie. Il faut que ce soit du JSON. Il faut que ce soit du JSON. Pourquoi? Bah parce qu'on l'a spécifié. On l'a spécifié ici. On l'a spécifié ici. Alors pour ça, il faut revenir ici. On fait catégorie ajoute et le format de la requête en entrée, ça doit être du JSON. En sortie, c'est du JSON. Donc comme on a dit que c'était du JSON, il faut qu'ici, on sérialise quelque chose en JSON aussi. Donc ensuite, on fait comme d'habitude. On dit que... Alors il faut avoir l'URL. L'URL, c'est tout le temps le début, vous commencez à le connaître, c'est celui-là. Catégorie ajoute. Pourquoi c'est catégorie ajoute? Bah, tout simplement parce que ici, moi j'ai mis catégorie ajoute. La méthode post ici. Donc, pour la méthode, c'est httpost. Comme on envoie un paramètre en entrée JSON, vous devez spécifier cette ligne-ci en disant, attention à la requête, le contenu de votre paramètre d'entrée est de type mim JSON. Ensuite, ce que vous lui envoyez, c'est dans contenu. Donc là, vous envoyez votre buffer que vous avez sérialisé en JSON. Ensuite, vous appelez votre web service. On vérifie, comme on l'a vu tout à l'heure, que tout s'est bien passé. Si on renvoie un 200, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on désérialise. Et voilà, il doit afficher comme quoi tout s'est bien passé. Côté web service, il y a une petite différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, il n'y avait aucun paramètre d'entrée. Donc c'était extrêmement simple. Maintenant, il y a un paramètre d'entrée. Alors attention, ici, je n'ai pas créé de constante parce que j'aurais pu faire plus et dire une constante de paramètre de procédure ou paramètre par programmation. J'ai mis ni l'un ni l'autre. Par contre, il y a une chose, j'ai ouvert la bonne au moins quand je vous dis ça. Oui, ajoute, voilà, il n'y a ni l'un ni l'autre. Par contre, ici, on reçoit bien quelque chose. Et quand vous voulez, dans une procédure globale, donc au niveau de web service, quand vous voulez récupérer un paramètre d'entrée, vous devez dire, vous devez créer une variable. Nous, c'est un buffer JSON, hein, souvenez-vous, que l'on envoie. Donc, j'ai créé un buffer ici qui s'appelle pCategory et je dis, ben, il faut utiliser la fonction web service paramètre en disant que on reçoit un paramètre qui est de type buffer. Donc ça paraît très logique parce qu'on crée un buffer et on va recevoir un paramètre de type buffer. Impeccable. En plus, nous, on sait que le buffer que l'on va recevoir va être un buffer de type JSON. Ensuite, on crée notre catégorie. Vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Le retour. Et le buff retour, ça c'est pour le traitement, comment il s'est passé. Alors, je crée une requête, et là, qu'est-ce que je fais? Je dis,
que je fais une sélection de fichiers catégories en fonction de la désignation. En gros, je cherche à savoir s'il y a déjà une autre catégorie avec le même nom qui existe. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je désérialise mon buffer JSON que j'ai reçu, ligne 15. Je le mets dans mon objet ma catégorie. Ensuite, toujours pareil, je me connecte à ma base de données, je change mes fichiers, donc c'est-à-dire que là, je suis bien sur la bonne base de données distante. Mon fichier que je vais attaquer va bien utiliser la connexion que j'ai au préalablement ouverte. Et ensuite, alors ici, je renseigne mon paramètre ces catégories avec ma catégorie .m catégorie désignation parce que j'ai récupéré mon objet ici, hein, il a été désérialisé, donc j'ai accès maintenant à la désignation. J'exécute ma requête. Je fais un hashli premier. Si jamais il n'y a rien, donc je serai ici si h en dehors sera égal à vrai. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune catégorie qui existe avec la désignation que je viens d'envoyer en paramètre. Donc je vais pouvoir créer ma nouvelle catégorie. Par contre, si elle existe déjà, ben, on ne fait rien. Et donc là, j'enverrai un KO en disant, ben non, enfin, un KO avec ça, non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû mettre plutôt quelque chose d'explicite. Parce qu'il n'y a pas eu d'erreur, en gros, ici. Donc ici, je vais mettre 1, et ici, je vais mettre erreur message. Il faut mettre catégorie déjà existante. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais créer donc ma nouvelle catégorie. Hein, donc je renseigne cette fois-ci le fichier, la rubrique, avec ce que j'ai récupéré de mon objet. Par défaut, je la crée en active. Et ensuite, je l'ajoute. Et puis, si l'ajout s'est bien passé, de toute façon, j'annule ma requête précédente. Et alors non, s'il ne s'ajoute pas, je libère bien la requête et je lui envoie un KO. Par contre, si ça se passe bien, ben, je sors de tout ça et donc je renverrai ici un OK. Parce que ici, en fait, c'est les cas où elle existe déjà. Ensuite, ici, c'est le cas où on n'a pas réussi à exécuter notre requête. Et ici, bah, finalement, si on est dans aucun de tous les cas d'avant, on lui renvoie comme quoi ça s'est bien passé. Et ensuite, on sérialise donc mon retour dans un buffer retour et on renvoie ce fameux buffer retour qui doit être un JSON parce qu'on l'a spécifié aussi hein, au niveau ici que c'est un JSON. Ben là, on a tout vu. Donc, vous avez vu le côté web service et le côté le côté consommation. Alors, il y a aussi la suppression que j'ai fait dans la page. Donc la suppression ici, vous faites directement F2, je vous l'ai fait directement. Donc toujours le même principe, tout le début. Franchement, c'est le même principe. Alors ici, alors je l'ai mis en dur, hein. Attention, hein, parce que c'est didactique. On a créé, si par exemple on voulait supprimer le VVIP, c'est par l'identifiant qu'on le supprime. Bah, ici, il faudrait mettre 5. Voilà, 5. Et donc, je vais sérialiser mon objet ici catégorie. Je n'ai pas renseigné la désignation, je n'ai pas renseigné, je lui renseigne que l'ID parce que je n'ai besoin que de ça. Donc, je ne me prends pas la tête à renseigner les autres choses parce que je ne les utiliserai pas de toute façon. Et ensuite, je sérialise mon buffer en JSON. J'appelle donc mon web service avec catégorie supprime. Là, c'est un HTTP delete. Le paramètre que je lui envoie, comme tout à l'heure, c'est un type mime JSON. Le contenu, bah, c'est buff catégorie qui est un JSON. J'appelle
Si ça s'est bien passé, bah alors, voilà, je désérialise la réponse et si c'est vrai, bah, ça veut dire que ça a bien été supprimé et cetera. Donc on regarde ici, le delete, c'est quoi? HTTP delete, c'est bien catégorie supprime comme on l'a, spécifié. Ensuite, on a quoi? On a, notre paramètre, qui n'est pas un paramètre ni de procédure, ni, c'est un paramètre qu'on envoie, c'est pour ça qu'ici, il ne le met pas en noir. La réponse sera du JSON. Je regarde le code et le code, ah ben, on récupère, en fait, notre paramètre, qui est un JSON et qui est m_id. Je prépare tout le reste, hein, comme d'habitude. Ma fameuse requête où je vais lui dire bah, tu supprimeras de catégorie l'enregistrement dont la catégorie .id sera égale au paramètre que l'on va récupérer. Notre paramètre, on l'a ici, mais c'est un buffer JSON. C'est un buffer JSON que je désérialise pour renseigner mon objet, ma catégorie. Je me connecte à la base de données, etc. Ça, vous connaissez. Ensuite, ma requête.ccatégorie, parce qu'il faut que je renseigne ce paramètre-ci, ben, doit être égal à mon objet que j'ai récupéré, désérialisé, à ma catégorie.mid. Ensuite, j'exécute ma requête. Si ça s'est mal passé, je renvoie un KO, traitement KO. Mais si ça s'est bien passé, je renvoie un traitement OK. Et ça, je sérialise encore mon retour et je renvoie ceci. Finalement, c'est tout le temps la même chose. Et donc, côté web dev, on va le lancer. 9.9. Fait supprimer. Et normalement, si on va ici et que je mets à jour, actualiser, hop, notre VVIP a bien été retiré. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Donc, on a réussi à faire fonctionner notre web service avec notre envoi de paramètres, etc. Alors après, évidemment, je n'ai pas fait ça proprement. Il aurait fallu qu'il y ait bien évidemment toute une phase où, par exemple, on aurait affiché d'abord une liste de catégories. Vous sélectionnez votre catégorie, vous faites supprimer, vous demandez une confirmation. Êtes-vous vraiment sûr? Ensuite, on supprime la catégorie. On réactualise donc la liste des catégories. On aurait pu aussi mettre avant un petit message en disant la catégorie a été bien supprimée. Enfin bref, voilà. Mais c'est pas l'objet du jour. C'était vraiment l'utilisation du web service, la création de web service, la consommation donc du web service. Et là, on voit que au niveau web service, tout fonctionne. Donc voilà, on a tout vu. On a vu donc comment ajouter un enregistrement. On a vu comment supprimer un enregistrement. On a vu comment récupérer des enregistrements. On a vu comment afficher une pop-up, comment fermer la pop-up. On a vu différentes choses finalement. Donc voilà, c'est un tour d'horizon assez complet. J'espère que ça vous permettra d'appréhender un petit peu mieux WebDev et de lever quelques questions que vous auriez pu avoir sur le logiciel WebDev. Et puis après, au fur et à mesure, je viendrai vous faire des petits cours pour vous donner des astuces par-ci par-là. Là, ce qu'on aurait pu faire, c'est une animation sur la pop-up. Enfin, il y a différentes choses qu'on peut faire assez sympathiques. Après, bon, WebDev, c'est beaucoup de pratique parce qu'il faut déposer les champs, il faut tester, il faut vraiment y aller pas à pas. C'est pas aussi souple que WinDev et WinDev mobile. Il faut vraiment y aller petit à petit parce que c'est du web et l'affichage peut. Enfin, faut vraiment penser à tout et regarder toutes les options, etc. Au début, c'est très long. Une fois que vous prenez l'habitude, ben voilà, vous gagnez du temps.
Et surtout, donc comme avait demandé Amine Jalouli, c'est vrai, il faut faire des modèles le plus possible pour bien faire les choses et gagner le maximum de temps dès que vous le pouvez. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, ben, laissez un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous pour avoir donc des alertes pour mes prochaines vidéos. Je vais faire d'ailleurs une petite vidéo, un petit short pour vous montrer comment faire une zone de recherche. Vous savez, par exemple, vous affichez une liste, ben, pareil, de clients. Vous mettez une zone de recherche et bien souvent, alors je le ferai sous WinDev parce que ça va plus vite à montrer, et mais ce sera utilisable aussi pour le web. Souvent, les gens, dès qu'ils saisissent un caractère, ils réaffichent directement la liste en fonction de ce qu'ils ont saisi. Sauf que quand vous faites ça, vous perdez énormément en performance. Donc je vais vous montrer une astuce pour, au lieu d'envoyer je ne sais combien de requêtes, parce que si vous tapez 5 caractères, vous allez envoyer 5 requêtes sur le serveur. Moi, je vais vous montrer comment en faire une seule et ça vous donnera le résultat. Donc voilà, le prochain petit short, et puis après je repasserai un petit peu sur du design et surtout sur le projet mobile qu'il faut avancer depuis le temps. Je vous dis à très bientôt pour donc de nouvelles astuces sur les produits PC Soft. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bonne soirée.